Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la tête des chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Je m'appelle Alice Mignot, je suis psychologue clinicienne et docteur en éthologie. Je me suis spécialisée dans la vulgarisation scientifique sur le comportement canin. Dans ce podcast, vous ne trouverez donc que des conseils basés scientifiquement et une opposition ferme à toute forme de violence physique ou psychologique envers les chiens. En parallèle de ce podcast, je propose pas mal de choses en lien avec des chiens. J'anime des webinaires d'éthologie appliqués aux chiens, je fais du suivi individuel en éducation canine, en présentiel sur le Puy-de-Dôme à Etopar ou en visio, et je travaille également en tant qu'intervenante en médiation animale, en pension canine, et enfin, je fais de la formation. Si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur votre plateforme d'écoute et lui mettre 5 étoiles, voire un petit commentaire, afin de me donner du courage et de la visibilité. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage ou des personnes qui ont encore un peu de mal avec l'éducation positive. Et si vous souhaitez soutenir financièrement le podcast, c'est maintenant possible sur Tipeee avec des tips mensuels. C'est quelques euros pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Pour cet épisode, j'ai sacrifié mes yeux, mes oreilles et peut-être même mon âme. J'ai écouté des épisodes de podcast et regardé des vidéos d'une très grande qualité en termes de maltraitance. Il me semblait important de revenir sur les violences éducatives ordinaires prônées par certains éduques. On va donc ici parler de saccades, de pet corrector, de canettes, de pchido, de soumission ou de comment casser un chien efficacement. Je vous préviens, il va y avoir quelques définitions parce que c'est important d'utiliser les bons mots et j'aurai peut-être du mal à garder mon calme, mais comme d'habitude, je biperai les insultes. Vous vous direz peut-être que je me répète ou que je radote, mais vous n'imaginez pas le nombre de gens qui m'écoutent, mais peuvent quand même légitimer ces éduques et leurs méthodes très limites. Cet épisode n'aborde pas, entre gros guillemets, les réelles violences, mais on va parler de violences plutôt ordinaires. J'y ai consacré un épisode, mais si vous avez la flemme, je vous remets la définition. En appliquant donc la définition des violences éducatives ordinaires aux chiens, on pourrait dire qu'elles représentent une violence utilisée envers les chiens dans une intention éducative pour leur, entre guillemets, bien, pour qu'ils aient, entre guillemets, un bon comportement. Ces violences sont culturellement admises et tolérées dans tous les milieux et dans tous les lieux. Elles en deviennent alors ordinaires. On retrouve donc dans ce registre des violences éducatives ordinaires des violences physiques, des violences psychologiques et des violences verbales. La saccade, donc le fait de mettre un coup sec sur le collier, voire en se déboîtant presque l'épaule comme décrit dans un livre d'un éducateur très connu, ainsi que le pchido dans la tête du chien, entrent dans les cases de violences physiques et psychologiques. Le pet corrector, donc le pchit d'air dans la tête du chien ou à côté, les canettes remplies de boulons qu'on jette à côté du chien, et le fait de plaquer le chien au sol rentrent dans des violences psychologiques. J'ai demandé à un dictionnaire de grande qualité, en tout cas avec une définition relativement sourcée et grand public, que je dénomme Wikipédia, que c'était les violences psychologiques. Donc Wiki nous dit: la violence psychologique, dite aussi violence morale, violence mentale ou violence émotionnelle, est une forme de violence ou d'abus envers autrui, sans qu'une violence physique soit mise en œuvre directement. Elle se produit dans des situations dans lesquelles des individus importants, dont dépendent des personnes, les disqualifient, les humilient, les discriminent, les maltraitent, les soumettent à leur volonté ou les subordonnent dans différents aspects de leur existence qui affectent leur dignité, leur estime de soi et leur intégrité psychologique et morale, ou la sous-estimation de l'intelligence, ou tout autre comportement pouvant réduire le sentiment d'identité. C'est également une forme de violence domestique et familiale. Alors évidemment, ici on parle de violence psychologique adressée aux humains, mais on parle quand même de soumettre à sa volonté, de maltraitance, d'affecter l'estime de soi. Alors, je sais pas si on peut parler d'estime de soi chez les chiens, mais en tout cas, on peut parler d'une personnalité propre, de la capacité de réflexion et du fait que ce sont des êtres sentients. Dans les violences psychologiques envers les chiens d'une manière générale, j'ai envie d'intégrer le fait de fixer son chien dans les yeux pour lui mettre une espèce de pression psychologique, de le mettre face à ce qui lui fait peur, de le menacer, de le priver d'affection ou tout simplement de ne pas répondre à ses besoins émotionnels. Ou d'autres besoins d'ailleurs plus classiques comme le fait de sortir son chien. Dans les violences physiques, peut également rentrer donc les petites tapes sur les fesses, les petites pichenettes, les saccades, le fait de tirer les oreilles, la queue, bousculer et mettre un pchido. Et violence verbale, crier un nom ferme ou crier tout court envers son chien.
Attention, j'ai eu pas mal de gens un peu outrés que je parle de ça, mais dans la théorie, crier sur son chien, c'est une violence verbale. Je sais qu'on est humain et que parfois on peut ne pas gérer ses émotions et en venir à crier, mais ça reste une forme de violence verbale. Et entre autres, si c'est toléré, voire demandé par un éducateur canin ou effectué par un éducateur canin, c'est extrêmement violent parce que lui, il la connaît, la théorie. Typiquement, moi, mes chiens en balade, typiquement Truffe, quand elle pouffe des crottes, je hurle Truffe, Truffe, Truffe. Mais quand je suis face à des clients, je leur dis pas que ça c'est un comportement qui est ok. Je leur dis on va essayer de favoriser la redirection, le rappel calme, etc. parce que ce sont des choses qui marchent mieux et que nous, en tant qu'éduc, on est censé, comment dire, j'ai pas envie de dire mettre l'émotionnel de côté parce que on prend en compte l'émotionnel, mais en tout cas, pas légitimer des comportements qui ont lieu sous le coup de l'émotion trop forte. Et nous dire, ouais, c'est pas l'idée du siècle non plus. Donc si vous voyez le type de comportement que j'ai décrit dans des vidéos d'éduc ou dans ces conseils éducatifs, il est violent. Point. Il n'y a pas de curseur de la violence. C'est pas parce qu'il va pas frapper votre chien un coup de pied qu'il n'est pas violent. Et d'ailleurs, peu importe si à côté il donne des friandises ou même si dans sa description Instagram il prône la bienveillance, à partir du moment où on est violent envers un animal, on peut avoir l'air gentil à côté, on peut donner des friandises, et d'ailleurs, en général, ils ont toujours pas compris comment est-ce qu'on donne des friandises, mais c'est pas une excuse, en fait, de donner des friandises, où on va me dire, oui, mais certains éduques, ils pient de l'eau dans la tête du chien, mais à côté, ils vont expliquer que, par exemple, la dominance interespèce n'existe pas. Ok, peut-être que c'est pas le pire, mais du coup, ça reste quand même un individu qui n'a pas tout compris au comportement canin, alors que son métier, c'est de comprendre le comportement canin et de l'expliquer. J'ai envie de revenir sur quelque chose qui me choque et qui, j'espère, vous choque aussi, ou vous choquera. C'est que l'utilisation de ces violences ordinaires est justifiée par le fait que ça peut corriger les comportements et entre autres que ça peut corriger tous les comportements. D'ailleurs, c'est les mêmes éducs qui disent qu'à chaque chien sa méthode et donc parfois on peut être positif et parfois coercitif, mais qui font toujours la même chose. Ils saccadent, ils musellent, ils foutent en laisse courte, ils balancent de l'eau ou du pet de correcteur à la tronche pour toutes les situations. Protection de ressources, tata. Réactivité, tata. Chien qui redescend pas en excitation. Saccade, pet de correcteur, machin. C'est les mêmes. Et l'idée de le même comportement permet de corriger tous les comportements. Je suis désolée, mais c'est de la publicité mensongère. Je pense à la canette qui, par exemple, est vendue comme outil pour corriger... Alors, corriger, attention. L'agressivité, les sauts, les mordiments. Ok. Genre, on peut pas prendre en compte l'environnement du chien, on peut pas mieux gérer ses besoins, on peut pas écouter sa communication, on peut pas juste comprendre ce qui se passe. Non, on veut corriger maintenant tout de suite et ça marche tout le temps. Bah évidemment parce qu'on pète le chien. Donc en fait, il arrête de bouger et donc forcément ça résout tous les problèmes. Le chien est en fait réduit à l'aspect d'une statue ou d'une peluche et qui dit une peluche dit bah plus de problème de comportement. Est-ce que c'est le but quand on adopte un chien et qu'on décide de partager notre vie avec lui ? Je ne pense pas. Et donc on va revenir sur l'impuissance acquise ou apprise, et je vous refous la définition. Donc l'impuissance, c'est un état dans lequel rien de ce qu'une personne choisit de faire n'affecte ce qui se passe. C'est la réaction d'abandon ou de renoncement qui suit la conviction que ce qu'une personne fait n'a pas d'importance. On est face à des individus qui arrêtent de réagir face à un stimulus qui est douloureux ou qui induit du stress et ou de la peur. Ça s'appelle du conditionnement à l'acceptation de la douleur et ou de la peur. Ce n'est pas normal que votre chien vous obéisse ou obéisse à votre éduc parce qu'il a peur. Enfin, je suis désolée, mais je pense qu'on est tous en accord sur le fait qu'on n'a pas envie d'avoir un animal qui est traumatisé. Et me dites pas, oui, moi j'ai utilisé les canettes et mon chien est pas traumatisé. Oui, il y a peut-être un individu sur 1 million qui est assez résilient pour que ça l'affecte pas plus que ça, mais moi j'en reprends plein en suivi, qui ont eu des canettes, qui ont eu des saccades, qui ont eu des pchidos, etc. Alors, peut-être que le comportement de base pour lequel ils avaient vu l'éduc a été réglé,
Par contre, à côté, c'est des chiens qui sont devenus par exemple ultra agressifs. Ou des chiens qui se mettent à se ronger les pattes au sang. Ou un chien qui commence à mordre de façon complètement aléatoire dans plein de situations différentes. Donc me dites pas, oui mais moi mon chien, je suis désolée mais je m'en fiche de votre cas personnel. Si vous pensez que vous avez utilisé ce genre de méthode avec votre chien et que vous avez eu bien raison. Je pense que la remise en question ne fait pas de mal et qu'entre autres en éducation canine, là où on avance, c'est quand on se dit merde, j'ai fait ça avec mon chien, c'était pas la bonne solution, sans se flageller et se dire qu'on est la dernière des merdes, mais juste en se disant je vais effectivement adopter d'autres façons de faire, et moi j'en ai plein en clientèle qui ont utilisé le collier étrangleur, le collier électrique, et qui se sont rendus compte qu'ils ont beaucoup culpabilisé et qui sont dans une volonté de changer leur relation avec leur chien, de changer leur vision du chien et de plutôt collaborer avec leur chien que de continuer de le casser comme les précédentes études leur avaient conseillé. Et en fait, le truc important de se dire pour l'impuissance et le fait de péter son chien, c'est qu'en fait, sans outils hyper violents ou comportements de notre part hyper violents, on peut mettre un chien en situation d'impuissance par des comportements inadaptés, voire violents, auxquels le chien n'a pas d'autre solution que d'accepter et d'arrêter de bouger. Pour rappel, les chiens face à un déclencheur qui leur fait peur, attaquent ou évitent. Voilà, c'est quand même leur mode de réaction principale. Ils peuvent aussi figer. Et là, ça devient flippant. Enfin, pour moi, un chien qui bouge plus et qui accepte tout et n'importe quoi, c'est très flippant. C'est que vraiment, il n'y a plus de son, plus d'image. Et donc, pour son bien-être, mais aussi la dangerosité de cet individu, on n'est pas dans le bon, quoi. Et en vrai, moi, ce qui me chagrine le plus, c'est que dans les vidéos qu'on peut voir sur YouTube, on va avoir des chiens, du coup, qui vont plus réagir et qu'on va dire super obéissants, alors qu'en fait, c'est juste qu'ils sont résignés et qu'ils obéissent parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. D'ailleurs, dans la méthode coercitive et mixte, on va pas se leurrer, on se base sur cette impuissance. Et regardez les vidéos des éducateurs, avant de m'envoyer des messages privés en me disant que j'ai tort, regardez les vidéos sans le son. Et juste décrypter le comportement du chien. Si vous ne voyez pas de signaux de stress, de signaux de détresse, puis de figement, il va falloir faire des formations sur le comportement canin. Parce que vraiment, sans le son et sans tout le buzz autour, c'est tout ce qu'on voit. On ne travaille pas sur l'émotion, on pense juste comportement. Et taire le comportement, pas communication canine. Du coup, on terminera sur la partie émotion. Je voulais pas en faire un épisode qui dure 150 ans parce que, comme j'ai dit au tout début, je parle beaucoup de ces violences en éducation, mais je pense que c'est vraiment important. Mais du coup, en écoutant... Alors, c'était les podcasts que j'avais écoutés où vraiment j'avais été scandalisée. Il n'y a pas de prise en compte des émotions. Ils parlent juste, en fait, d'associations négatives. En fait, ils sont dans une vision du conditionnement qui n'est pas juste, parce que ils voient le conditionnement comme quelque chose qui n'a d'effet que sur le comportement, alors que le conditionnement prend en compte les émotions. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que en fait, tout est conditionnement. Donc, en fait, si on prend pas en compte les émotions, c'est que on est dans le faux. Mais du coup, moi, ça me fait de la peine parce que, typiquement, notre chien aboie sur les chiens. Il y a une cause à ça. Globalement, ça peut être de la frustration, de la peur, on va s'arrêter là. Et pas parler des cas uniques, mais du coup, qu'est-ce que ça provoque que à notre chien, on lui fout des saccades dans la tronche, de l'eau dans la tête, qu'on lui crie non, etc. Ça ne lui apporte rien, on est tous d'accord là-dessus. Enfin, je veux dire, vous êtes en émotion négative face à quelque chose, la personne à côté de vous hurle dessus, je pense pas que votre émotion aille vers quelque chose de positif et donc que vous réagissiez mieux la prochaine fois. Les animaux apprennent comme nous, ne faites pas aux animaux ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse. Évidemment, parfois, on peut être débordé, on a un chien ultra réactif, il a croisé 4 déclencheurs et à la fin on lui gueule dessus et ça sert à rien et on le sait. Mais dans l'idée, quand on bosse un chien réactif, je pense à une vidéo qui m'a fait extrêmement mal au cœur d'un chien réactif humain, un chien noir à poil long. Voilà, je ne citerai personne parce que je ne veux pas me mettre
dans des cas de diffamation, mais cette vidéo est facilement retrouvable. Et donc nous avons un chien qui se déclenche sur les humains, d'assez proche d'ailleurs, il a une zone de confort vraiment très très restreinte. Et donc on va le prendre, le mettre en laisse très courte, mais très courte, hein, vraiment une tension constante sur le cou. On va le museler parce que c'est dangereux. Alors, je n'ai absolument rien contre le fait de museler des chiens, et bien au contraire, le moindre risque de dangerosité, un chien doit être muselé. Mais si on le muselle juste, parce qu'on sait qu'on est en train de le pousser à bout, et que du coup il va déclencher, et que c'est risqué, bah c'est pas juste. Enfin, il y a juste un moment où on peut pas pousser le chien et en plus l'empêcher de communiquer. Enfin, bref, tout ça est ridicule. Donc le chien est en laisse courte, muselé, il a peur des humains, ou en tout cas il se déclenche face aux humains, et on fait passer des humains juste à côté de lui. Et dès qu'il bouge, on lui met une saccade, un pchit d'eau dans la tête et on lui crie non. La fin de cet épisode, on voit ce chien marcher en laisse courte, au milieu de plein d'humains, vers un marché il me semble, et que fait ce chien ? Eh bien, il ne bouge plus. Mais quand on regarde sans le son, on voit que ce chien se lèche les babines. Il halète, il bâille, il détourne le regard, il essaie de prendre des informations chez son humain, mais juste, il ne réagit plus. Mais il est toujours très stressé. Ce que je vais vous faire entendre ici, c'est que c'est pas parce que le chien ne réagit plus à la fin d'une vidéo ou d'un suivi comportemental, et c'est que le problème est réglé. Enfin, je veux dire, à quel moment on peut penser comme ça quand on interagit avec des individus. D'ailleurs, pour parler de tout ça, je suis allée chercher la définition de la sentience. Pour rappel, donc, un être sentient est un être vivant qui a la capacité de ressentir des émotions, de la douleur, du bien-être, et à percevoir de façon subjective son environnement et ses expériences de vie. Votre chien est un être sentient. On ne va pas rentrer dans un débat autour du véganisme, mais les animaux que vous mangez, si vous les mangez, sont des êtres sentients. J'espère que vous considérez l'individu qui vit avec vous, votre chien, votre chat, votre cochon d'Inde, tout ce que vous voulez qui vit avec vous, comme un être qui a des émotions qu'on doit respecter et que l'éducateur en face doit respecter. Tac, tac, tac. Alors j'étais revenue sur vous reparler des définitions du bien-être, etc. Je vous remettrai juste que l'absence de stress est un prérequis au bien-être animal. L'éducation coercitive cause potentiellement de la peur ou du stress en comparaison aux méthodes positives. Je vous renvoie à l'épisode 1 de ce podcast pour avoir la liste des références scientifiques. Voilà, pour moi c'est la base. On veut un chien, on veut qu'il soit en bien-être. C'est la base de l'adoption. Et j'ai envie de reparler aussi de l'article d'Overhall en 2007 qui reprend en fait le critère d'efficacité en éducation. Entre autres, elle parle du collier électrique, mais enfin, en fait, toutes les violences ordinaires ont le même rôle, qui est stopper un comportement, immobiliser l'individu sans prendre en compte ses émotions ou le pourquoi du comment il a ce comportement. Donc l'immobilité, évidemment, c'est un critère de l'impuissance acquise, et on ne peut pas valoriser l'efficacité d'un outil ou d'une méthode d'éducation, ça va à l'encontre du bien-être animal. On peut donc pas parler d'amélioration du comportement si on a cassé le chien. Ça n'a aucun sens. Au niveau de la définition de l'efficacité en éducation qui est censée améliorer le quotidien de l'humain, mais surtout, j'ai envie de dire, améliorer le bien-être du chien. Enfin, tout par de là, en fait. Plus votre chien va être bien dans ses pattes, plus ce sera facile de vivre avec lui. Attention, je dis pas que si votre chien a du mal avec certaines choses, des difficultés comportementales, c'est de votre faute. Mais je dis juste qu'en travaillant sur les besoins du chien, sur l'environnement, en lui proposant d'autres formes de dépenses, en travaillant sur la relation et la confiance qui existe entre vous, en lui permettant de faire plus d'associations positives, de travailler en contre-conditionnement, c'est le sujet d'ailleurs du prochain épisode, votre chien va aller mieux, vous allez aller mieux, votre relation va aller mieux, et ce sera trop cool, et vous allez pouvoir faire plein de trucs d'éduc avec lui si ça vous fait plaisir. En pétant votre chien, vous, votre vie va peut-être être facilitée, mais pas la sienne. Je terminerai sur un truc qui m'a particulièrement perturbée. Donc déjà, le fait que ces éducs vont aller dénigrer les méthodes qui prennent plus de temps, alors qu'on sait que l'apprentissage est un processus qui se fait sur du long terme et que les apprentissages qu'on fait en claquant des doigts ne sont pas des réels apprentissages.
Un apprentissage, ça a besoin de se répéter et d'être acquis sur du long terme si on veut parler de circuit de l'apprentissage. Typiquement, je vous demande de réciter une comptine, donc vous la prenez par cœur, vous me la répétez une fois. Dans 3 semaines, vous en souviendrez plus. Si je vous demande de la répéter régulièrement et qu'à chaque fois, je vous donne, je ne sais pas, des frites, un verre de quelque chose que vous aimez bien ou un gâteau au chocolat, croyez-moi, là, on est dans l'apprentissage. CCEDUC ne parle d'ailleurs pas de est-ce que les besoins primaires du chien sont satisfaits, ce que je trouve absolument scandaleux. On ne peut pas vouloir bosser sur un comportement sans avoir fait un bilan avant et savoir où est-ce qu'en est le chien. Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent, mais déjà au niveau veto, où est-ce qu'il en est, mais aussi est-ce que ses besoins dans la vie de tous les jours sont satisfaits. Enfin, je veux dire, un chien qui déclenche quand il va dehors, mais qui sort jamais, il y a peut-être des questions à se poser sur, peut-être que en le dépensant un petit peu plus, il sera moins dans l'émotionnel très fort quand il sort, et donc moins de chances de se déclencher. Enfin, voilà, c'est juste comme ça, je dis ça, si ces éduques m'écoutent, n'hésitez pas à faire une anamnèse quand vous faites un bilan comportemental. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, il faut du rapide, du facile pour satisfaire le client. Je pense que c'est une vision très marketing, et que c'est d'ailleurs bien ce qu'ils nous montrent en nous proposant des formations en 2 mois pour se former en tant qu'éduc. Il faut pas du rapide et du facile. En fait, je pense qu'on se leurre en pensant que l'éducation doit être rapide et facile et en faisant croire aux gens je suis désolée, j'ai touché un papier pendant 3 minutes. Je pense que vous avez entendu. Mais en fait, cet effet baguette magique devrait disparaître du monde de l'éducation tout simplement, et on devrait tous prendre le temps en tant qu'éduc, comportementaliste, docteur en éthologie, machin, d'expliquer à nos clients que ça prend du temps en fait, que si on veut bien faire dans le respect du chien et ancrer les comportements sur du long terme, c'est pas la baguette magique. Il faut du temps, il faut le temps de comprendre le chien, il faut aussi que les humains suivent. Moi parfois j'ai des humains, ils me disent ouais j'ai payé 5 cours et j'ai rien compris. Non mais moi je travaille pas avec des gens qui ne comprennent pas ce que je leur demande de faire, enfin sinon ça n'a aucun sens. Et c'est notre boulot en fait, en tant qu'éduc comportementaliste, théologue, docteur en éthologie, enfin bref tout le bordel, même j'ai envie de dire vétérinaire, de replacer les humains dans le contexte de ils ont décidé d'adopter un autre individu. Nous, on est là pour les accompagner, mais en fait, il va falloir respecter le rythme de cet individu qui n'a pas demandé à être là. Enfin, vraiment, je suis désolée, mais nos chiens sont dépendants de nous, on a le contrôle sur leur vie, c'est nous qui avons choisi de les adopter, et c'est à nous de faire en sorte d'avoir un individu le mieux possible dans ses pattes. Enfin, c'est tout simplement la base du respect d'autrui. Je conclurai cet épisode qui, comme vous le sentez, m'émotionne beaucoup, mais parce que je vois en consultation beaucoup de chiens qui ont été traumatisés. Depuis pas longtemps, je me suis ouverte, du coup, vu que je suis psy et docteur en éthologie, à l'accompagnement psy, en fait, des humains qui vivent avec des chiens. Donc, je fais pas mal d'accompagnement au deuil, mais je fais aussi pas mal d'accompagnement d'humains de chiens réactifs. Et je fais aussi l'accompagnement d'humains qui culpabilisent de s'être rendu compte de tout ce qu'ils ont fait à leur chien. Et du coup, ça m'émotionne parce que j'imagine ce qui se passe dans la tête de ces humains. J'imagine aussi ce qui se passe dans la tête de ces chiens. J'imagine moi-même ce qui se serait passé si mes propres chiens très sensibles avaient fini entre des mauvaises mains. Et je trouve ça pas juste, en fait, qu'on nous vende des méthodes comme ça, qui vont à l'encontre du bien-être du chien, qui font culpabiliser des humains qui voulaient bien faire à la base, parce que on le rappellera toujours, mais quand on va voir un éduc, c'est parce qu'on a envie de bien faire. Enfin, je veux dire, on va pas voir un éduc en lui disant « Vas-y, pète mon chien, c'est ce que je veux ». Enfin, non. Je pense qu'il y a des gens qui doivent penser comme ça, mais enfin, j'espère qu'ils font partie d'une très infime partie de la population. Et donc, du coup, cet épisode, il est, comme d'habitude, pas là pour vous faire culpabiliser, mais plutôt dans la réflexion et la remise en question. Enfin, je pense souvent à la Alice d'il y a 10-15 ans, qui aurait regardé les vidéos de ses éducs en se disant « Waouh, c'est magnifique, ils sont incroyables ». Et je les aurais peut-être même défendus. Parce que j'avais pas toutes ces connaissances, et je pense que il est d'utilité publique de lutter, on dirait que je suis en train de me présenter aux élections présidentielles, mais de lutter contre les violences générales sur les autres individus, mais surtout ces violences ordinaires qui sont vraiment banalisées. Et d'ailleurs, je finirai cet épisode en vous disant que
Si vous utilisez ces outils, le but n'est pas de vous dire que vous êtes des nuls en éducation canine, que vous avez rien compris au chien, mais plutôt que vous commenciez à voir le problème et que vous ouvriez un peu les yeux sur où est-ce qu'on place le curseur de la violence. Avant de dire ma phrase de conclusion, je précise que, parce que je pense que j'ai le droit de le dire sur le podcast, il y a une vidéo qui est sortie dans Quotidien, donc l'émission de Yann Barthès, où on voyait un éducateur secouer un chiot par la peau du cou, dire qu'une petite baffe ça fait pas de mal. Cette vidéo a été signalée à l'Arcom par beaucoup de gens, dont moi, et j'ai eu la réponse de l'Arcom il y a 2 semaines, je crois, qui me disait qu'il n'y avait pas de maltraitance dans cette vidéo. Donc si l'Arcom, vous m'entendez, ou Yann Barthès, on ne sait jamais, arrêtez de montrer ces violences banalisées à la télé, arrêtez d'interroger des vétérinaires qui prônent la violence sur les animaux, arrêtez de faire la pub d'éducs violents, en fait, tout simplement, et juste renseignez-vous, enfin c'est pas comme si ça manquait de bons éducs en France, quoi. Voilà, c'était ma petite phrase de la fin parce que j'ai été très énervée de la réponse de l'Arcom, donc s'il y a quelqu'un à l'Arcom qui m'écoute, vraiment, faites votre travail. Bocuse est en train de rêver, je pense que ma voix le berce quand je parle au podcast. Enfin bref, comme d'habitude, j'espère que cet épisode vous a plu, j'espère qu'il vous a appris des choses, j'espère qu'il résonnera chez certaines personnes et que chez d'autres, il ouvrira potentiellement les consciences. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée et des caresses évidemment consenties à vos toutous. Hello, c'est encore moi, Alice du montage. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à me mettre 5 étoiles et à partager cet épisode. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee. En attendant le prochain épisode, rendez-vous sur Instagram pour voir les monstres dormir, des mèmes pourris, m'entendre me plaindre et quand même avoir des infographies intéressantes. À bientôt!